Sentada a mi derecha está Mohamed Said Ouna, que además de jurado internacional del festival, pues bueno, es cineasta y gestor cultural, originario de Comoras. Él está comprometido fundamentalmente con el desarrollo del cine documental en África y es director el documentario African Found, precisamente una iniciativa destinada a promover y a difundir los documentales en África y también a extender y a crear redes entre cineastas africanos para colaborar entre ellos, algo que es muy necesario en un continente en donde esas fortalezas, donde las redes pueden fortalecer precisamente la producción, el intercambio de ideas y de producciones. Además de esto, representa precisamente a los territorios insulares del Océano Índico, Comoras, Madagascar, Mauricio y Seychelles, dentro de la Federación Panafricana de Cineastas, el FEPACI. Él combina en su trayectoria pues el trabajo cinematográfico con la gestión cultural, con la promoción del cine y con el trabajo institucional y comunitario. Y bueno, pues hablaremos de diferentes temas relacionados con todas estas actividades que él va desarrollando. Kuromi, que es nuestra otra ponente hoy, pues digamos que es un artista multidisciplinar que toca muchas facetas, desde la animación, a la producción, a la dirección, la realización o el montaje. Digamos que eso, de hecho, es una de las cuestiones que creo más novedosas en el tema de la animación dentro de los cines africanos. Tiene multitud de creaciones, entre ellas, pues bueno, hay una que creo que destaca, que es Zombie, que bueno, precisamente es una metáfora sobre África y sobre los africanos en un corto de animación. Y bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar un poco con el coloquio, con algunas preguntas que vamos a lanzar y que dejaremos a nuestros invitados que contesten en toda la extensión que ellos quieran. Bueno, lo primero, la primera pregunta sería, ¿nos pudieseis hablar un poco de vuestra trayectoria? ¿Cómo llegasteis al mundo del cine y cómo vuestra condición de isleños os marcó, digamos, dentro de esa trayectoria y dentro de los productos que habéis ido creando? Votre condition Buenos días. That's it. Marion, tu préfères en français ou en anglais? En français, ok. Merci pour l'invitation du festival. Merci. J'étais venu ici il y a 10 ans avec un film, donc je suis très content de revenir ici. En fait, moi j'ai grandi en Europe, entre Paris et Londres, et j'ai décidé sciemment de rentrer dans mon île. Donc je navigue entre les Comores et l'île de la Réunion. Cette décision, en fait, elle est venue parce qu'à l'époque, je travaillais pour Arte et on avait fait un programme qui s'appelait Théma et c'était un film, Je rappe donc je suis, début des années 2000. Et je me suis rendu compte que ma voix avait peut-être plus d'intérêt et où pouvait trouver plus sa place et sa légitimité en rentrant au pays. Marion, tu... Muchas gracias por la invitación. Yo había venido al festival hace 10 años con una película, con lo cual estoy muy contento de volver. En realidad yo he crecido en Europa, entre París y Londres, y volver a mis islas entre Comoras y La Reunión ha sido una decisión muy consciente. En la época trabajaba para Arte con un programa que se llama Tema, con una película que se llama Yo rapeo, entonces yo soy, y me di cuenta que mi voz tenía tal vez mucho más, interesaba más o tenía más legitimidad en mi país de origen que en la misma Europa. Y fue la razón por la cual decidí volver. Et très vite, en rentrant au pays,
on est tout de suite confronté au fait que le manque d'infrastructures, le fait que le cinéma ou les arts en général ne sont pas réellement poussés par les pouvoirs publics, tout de suite on vous met en face à une compétition internationale. Et je me suis dit que l'insularité, voir l'Afrique depuis les îles, c'était être dans une position de marge. Et la marge, je connais bien, ayant grandi dans des familles immigrées en Europe. Et donc, travailler depuis la marge, c'est quelque chose, j'allais pas dire qui m'intéresse, mais quelque chose qui fait partie de mon identité d'artiste et culturelle. Et l'insularité, à ce moment-là, devient une force, puisqu'on a toujours un peu un regard extérieur. On est toujours un peu un permanent outsider, comme on dit en anglais. Et l'insularité aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans le fait qu'une île, c'est une prison à ciel ouvert. On voit la mer tout le temps et on a toujours envie, on dit en créole, saute la mer. Allez voir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, à partir de cette position-là, de cette prise de position-là, du fait que j'ai beaucoup lu, Nordin Farah, par exemple, grand romancier somalien, dit que le pays, il est dans votre esprit ou il est dans votre cœur. Donc, je me suis dit qu'à partir de cette position-là, je pouvais faire du cinéma, parler du monde à partir d'une position un peu extérieure. Étant africain, mais pas totalement. Étant asiatique, mais pas totalement. Étant du monde arabo-musulman, mais pas totalement. Étant un peu un fragment de tous ces éléments-là, qui pour moi, finalement, est une richesse. Bueno, pues volviendo a mi país, me he enfrentado a la falta de infraestructura para el cine, para las artes y a poderes públicos que no empujan al desarrollo de la cultura. Y uno nos coloca en frente de una competición, competencia internacional muy fuerte. Y me di cuenta también que mirar a África desde una isla te pone en una posición del margen, cosa que conocía ya siendo hijo de inmigrantes en Europa. Y al final trabajar desde esta imagen hace parte de mi identidad, y la insularidad en este caso pues se convierte en una fuerza porque nos da una mirada siempre externa. Decimos ¿cómo decir? Vivir en una isla es como vivir en una cárcel a cielo abierto. Siempre vemos el horizonte, el mar al horizonte, y hay una expresión en criollo que dice "saute la mer", salta el mar, para ver lo que pasa del otro lado. Y hay un escritor de Somalie, Yes. Somalí, Nordin Farah, que dice... Farah, perdón, que dice que nuestro país está en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y a partir de esta posición puedo hacer cine, puedo hablar del mundo desde esta posición exterior, siendo africano pero no del todo, siendo asiático pero no del todo, siendo musulmán pero no del todo, y eso al final es una riqueza. La question, c'était nous raconter un petit peu ta trajectoire et qu'est-ce que tu penses que le fait de venir d'une île peut influencer ton travail, ta vision ou pas. Alors, bonjour, je m'appelle Kouro et alors j'ai commencé avec le dessin et la peinture et en tant que jeune, on a beaucoup trop d'idées en tête et alors j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit que, en fait, c'était pas assez de dessiner et de peindre. Et alors, j'ai décidé de faire un premier film, un documentaire expérimental qui s'appelait Wanna Go Back. Et avec ce film, j'ai découvert un festival
Et c'était dans ce festival que en fait, j'ai découvert vraiment l'univers cinématographique. Et après ça, j'ai décidé de faire une animation qui parle de l'animal emblématique de Madagascar. Et voilà, c'était pas vraiment intentionnel de parler de l'animal emblématique, comment dire, de spécifiquement parler de ça, mais voilà, je viens de Madagascar, c'était logique pour moi comment dire, l'idée m'est venue naturellement, voilà, désolée, de parler de l'animal emblématique et voilà, j'ai pas autre. L'insularité. Si tu veux, je traduis et après tu parles de l'insularité. Okay. ¿Ça te parece bien? Okay. Comme ça tu peux penser. Buenos días, mi nombre es Kuro. He empezado yo en realidad con el dibujo y la pintura y soy muy joven y cuando somos muy jóvenes tenemos muchísimas ideas, entonces empecé a escribir y luego me di cuenta que no era suficiente dibujar o pintar y es cuando he decidido hacer un primer corto experimental, documental o experimental, que se llama Wanna Go Back y que entre paréntesis podréis ver en las salas hoy. Y con este corto he descubierto un festival y yendo a este festival he descubierto el mundo del cine y luego he decidido hacer un corto de animación, Ombi, que habla del animal emblemático de Madagascar, el cebú. Vale. Que de hecho no era realmente intencional muy pensado hablar del cebú, sino que vino de forma un poco natural y orgánica. Et le fait de venir du Nil, je crois pas que personnellement, je crois pas que ça influence ma créativité artistique, parce que voilà, je sais pas comment trop. Ouais, merci. Y ella, sin embargo, piensa que el hecho de proceder de una isla no tiene mucha influencia en su propia producción artística. Bien, bueno, me surgen varias preguntas a raíz de las respuestas de nuestros invitados. Voy a intentar estructurarlas una a una. La primera, que yo creo es un tema que siempre está muy presente y que ha surgido en la respuesta de nuestro primer invitado, es cómo es posible abordar la producción de películas africanas en África sin contar con la financiación externa, fundamentalmente muchas veces de Francia y de otros países, o si es posible que se pueda llegar finalmente a ser autosuficientes a la hora de producir películas y que luego esas películas tengan capacidad de llegar no solo al ámbito nacional, sino también al internacional. T'as compris, tu veux que je t'aide? En fait, il demande comment on aborde la production africaine. Est-ce qu'on peut faire du cinéma africain avec une économie autosuffisante ou c'est nécessaire d'avoir des fonds de France, d'Europe? Et si c'est possible de s'autofinancer, est-ce qu'on arrive à avoir une projection internationale? Alors, c'est une vaste question. On pourrait prendre une conférence et même toute la durée du festival pour répondre et j'allais dire déconstruire la question. Nous, on apporte, quand je dis nous, je gère un fonds, comme tu as dit au départ, Documentary Africa, et on apporte une réponse à ta question, mais c'est une réponse qui est mesurée dans le temps, puisque l'idée du fonds est née en 2008. Le temps de monter le fonds, ça a mis 10 ans. Donc le fonds a été monté légalement en 2018. Donc on a mis 10 ans à trouver l'argent, faire des recherches, comprendre l'écosystème du cinéma documentaire, parce que moi c'est l'écosystème dans lequel j'évolue, et puis ensuite mettre en place le fonds, les appels à projets, etc. etc. Je pense que pour chaque réalisateur ou chaque producteur, chaque artiste a sa propre réponse.
Euh, Moi, depuis que je suis dans l'industrie du cinéma sur le continent, ce que je peux constater, c'est qu'il y a une évolution qui n'est pas visible en Europe. Et ça, c'est très bien, parce que ça permet à nous autres sur le continent de travailler sur des temporalités plus longues. Euh, Bueno, es una pregunta muy amplia y casi que necesitaríamos toda la duración del festival para poder responder y sobre todo para deconstruir la pregunta. Como lo decías tú, yo gestiono un fondo. Entonces yo tengo una respuesta, pero que está medida en el tiempo además, porque entre el momento que tuvimos la idea de crear el fondo fue en 2008, han pasado 10 años para que el fondo empezara a funcionar en el 2018 y en estos 10 años ha habido que buscar dinero, entender también el ecosistema de la producción en el continente y luego poner en marcha el fondo, lanzar las convocatorias, etcétera. Pero la respuesta creo que depende de cada director, cada productor, cada uno tiene su respuesta a la pregunta. Lo que yo puedo notar es que hay una evolución que no en el continente que no es visible desde Europa y esto está bien porque permite a África de trabajar con temporalidades más largas. Et cette temporalité longue nous permet, nous, de mettre en place, et quand je dis nous, c'est aussi les collègues qui ont des laboratoires, qui ont des festivals sur le continent, qui ont des sociétés de production, de travailler de façon un peu plus endogène. Pour répondre plus précisément à ta question, je crois que l'une des batailles qu'on a aujourd'hui, c'est de garder la propriété intellectuelle et le droit de notre travail. C'est-à-dire que les films qui passent dans les festivals de catégorie A, etc., ou même qu'on voit ici, c'est que nous, dans notre fonds, par exemple, si le producteur n'est pas propriétaire, n'est pas producteur délégué sur le film, il n'est pas éligible à notre fonds. Pourquoi c'est une bataille ? Si le producteur n'est pas propriétaire, n'est pas le producteur délégué du film, il n'est pas éligible au fonds. Pourquoi ? Parce qu'on pense que sur le continent, et moi c'est par rapport à moi en tant que producteur et cinéaste, on se rend compte que dans l'espace documentaire, on a besoin d'avoir la propriété de nos images. On enregistre le temps. On enregistre le temps africain, on enregistre nos mémoires. Et si ces images-là sont détenues par une société de production à Madrid, à Berlin, à Paris, à New York, c'est une continuum de la politique d'extraction du continent. Bueno, y esta temporalidad larga permite poner en marcha... No sé qué he querido decir. Perdón. Qu'est-ce que tu as dit au début? Les temporalités longues permettent de travailler de façon endogène. Ah, sí, eso. Sí, vale, viene aquí. La temporalidad larga permite esto a distintos labs que pueda haber en el continente, a distintas productoras, de trabajar de manera endógena. Porque una de las batallas más importantes para nosotros es de poder conservar la propiedad intelectual y el derecho de nuestro trabajo. Por ejemplo, en el fondo que gestiono yo, si el productor no es el propietario, no es el productor delegado de la película no es elegible para el fondo.
porque yo que trabajo en el espacio documental, es imperativo que seamos propietarios de las imágenes que grabamos. Nosotros grabamos el tiempo africano, la memoria, y entonces si las imágenes se encuentran, son propiedades de Madrid, Londres, Nueva York, bueno, de Europa, pues al final es la continuidad de la política de extracción del continente de parte de Occidente. Alors, de mon expérience de 3 ans dans le milieu cinématographique, parce que j'ai commencé il y a 3 ans, plus je suis dans le milieu, plus je vois que faut vraiment, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin de financement et tout ça, parce que faut savoir que j'ai fait mes 3 films presque toute seule, avec un téléphone. Et, et voilà, plus tu es dans le milieu, plus tu as beaucoup à dire sur... t'as beaucoup de choses à raconter, voilà. Tu veux raconter beaucoup de choses et moi je crois que c'est vraiment nécessaire d'avoir des financements ou des associations qui appuient, voilà. Parce qu'à Madagascar on n'en a pas beaucoup déjà et voilà. Pues desde mi experiencia de 3 años en el sector veo que necesito mucho acompañamiento. Yo he hecho 3 películas, 3 cortos casi sola con mi teléfono, y más evolucionas en este medio, en este sector, más te das cuenta que tienes muchas cosas que contar, que decir, y es realmente necesaria la financiación y asociaciones que apoyan nuestro trabajo. Una pregunta muy concreta sería, casi es curiosidad personal, es de dónde vienen las aportaciones fundamentalmente del fondo y cómo conseguís, digamos, atraer empresas, instituciones que aporten a este fondo. D'où vient l'argent du fonds et comment vous arrivez à attirer des institutions, des entreprises qui viennent alimenter économiquement le fonds? Alors le fonds, au départ, on a commencé, donc l'idée est venue en 2008 de plusieurs producteurs du continent. Steven Markovitch, Afrique du Sud, Jd Kibinje du Kenya, Femi Ogdubemi du Nigeria, Ali et Safi, juste en face, du Maroc, Salem Brahimi d'Algérie, Jocelyn Barnes de New York. Et ils et elles ont réussi à avoir d'abord ce qu'on appelle de l'argent pour faire un rapport par la Fondation Bertha, qui est un rapport par la Fondation Bertha, qui est une fondation sud-africaine qui finance un festival de documentaires en Hollande qui s'appelle ITFA, qui est le plus gros financeur. C'est une fondation qui a été montée par un milliardaire sud-africain. Et à partir de ce rapport, qui a été publié en 2014, de 700 pages sur l'écosystème, ils ont pu aller chercher de l'argent d'une autre fondation américaine, cette fois-ci Just Film, de la fondation Ford, pour pouvoir monter le fonds. Et moi, quand je suis arrivé, on a essayé d'avoir de l'argent sur le continent. Donc on a un philanthrope, que je ne peux pas nommer ici, qui abonde dans le fonds. Et puis on a réussi à mettre en place différents programmes. Évidemment, il y a l'argent, donc, parce que ce qui intéresse les producteurs, c'est l'argent. Donc il y a les appels à projets classiques, développement, production, impact, etc. Mais on a essayé de mettre en place aussi tout un système d'accompagnement et d'aider à la fois les labs, Kuro parlait de résidences, ou d'aider les résidences, d'aider les labs, d'aider les festivals autour du cinéma documentaire. Et à travers ça, on a pu obtenir des financements, des fois avec des partenaires sur le continent, comme avec le FOPICA au Sénégal, des fois avec des partenaires internationaux comme Sundance, comme les ACP, l'Union européenne, et des fois simplement en recyclant l'argent pour pouvoir continuer à financer. Donc c'est à la fois un mix d'argent
de la philanthropie et aussi d'institutions qui soutiennent la création de façon générale et indépendante. Mais c'est une bataille parce que tous les 2-3 ans, on est obligé d'aller rechercher de l'argent parce qu'on n'est pas un fonds, en français, je ne sais pas comment on dit, mais on n'est pas un fonds qui cherche à... c'est de soft money, donc c'est de l'argent qu'on donne et on ne cherche pas à récupérer cet argent. Donc c'est toujours très difficile de dire à des gens, donnez-nous l'argent, on va le dépenser avec des producteurs et ils vont faire du cinéma documentaire et ils vont critiquer vos pays. Donc on est un peu dans un jeu d'équilibre qui n'est pas évident, mais on se maintient quand même. Je peux te les redire, ne t'inquiète pas. Te dejo la palabra. Bueno, como decía, el fondo, la idea salió en 2008, reunió, son varios productores del continente como Steven Markovic de Sudáfrica, Ali Safi de Mali, Salim Brahim de Argelia y muchos otros que ha mencionado Mohamed. Ali Safi, Morocco, sí, Femi, Nigeria. Judy Kibinje, Kenia. Y ellos han conseguido obtener dinero de la Fundación Sudafricana Berta, que financia también el IDFA, este festival de cine documental muy importante en Holanda, para hacer un informe. Y este informe salió en 2014 y con este informe han podido buscar más dinero y esta vez es una fundación americana que ha financiado Just Film de la Fundación Ford. Luego en el continente también ha aportado dinero un filántropo que no puedo mencionar aquí, y luego hay también convocatorias, etcétera. Pero aparte de estas convocatorias para financiar películas, también hemos creado un sistema de acompañamiento. ¿Vous les financez ou les avez créés, les labs, etc.? No, on finance. Voilà. También financian laboratorios, ayudan residencias de artistas. Entonces, tienen dinero que provienen del continente y también de otras instituciones internacionales como Sundance, las ACP de la Unión Europea. Para resumir esto, dinero que viene de la filantropía, de asociación que apoyan la creación independiente, pero como es un fondo a fondo perdido, precisamente, que no tienen recetas, regreso de recetas. A veces es un poco difícil convencer a autoridades de decir vamos a dar dinero a un productor que va a hacer unas películas que consisten en criticar vuestros países. Muy bien. Hay un tema que creo que es muy interesante y que en la primera intervención de nuestro invitado perdona, digo que hay un tema que creo que es interesante, que lleva mucho tiempo planteado y que en la primera intervención de nuestro invitado se ha planteado de nuevo, que es el tema de la identidad como uno de los temas básicos de los cines africanos. Entonces, bueno, me gustaría saber hasta qué punto están de acuerdo con que ese tema de la identidad es un tema central y qué otros temas creen que son esenciales, digamos, en los cines africanos, y si hay una diferencia, para él evidentemente sí, si hay una diferencia entre esos temas en el continente o en las islas. Alors sur la question de l'identité, je pense que nous on reçoit à peu près 1200 projets par an. Et on a les dernières statistiques qu'on a fait il y a 1 an et demi, c'était que
c'est pas vraiment l'identité qui arrive en tête des projets qu'on reçoit du continent. Après, il y a des zones un peu noires. Par exemple, on ne reçoit pas de projets d'Algérie, de certains endroits, par exemple, ou Libye. Mais en gros, 30% à peu près des projets parlent de mémoire postcoloniale. C'est-à-dire qu'en ce moment, les cinéastes documentaristes du continent s'intéressent à ce qui s'est passé dans leurs pays respectifs ces 40, 50, 100 dernières années. Donc, il y a la question des archives qui revient très souvent. Comment récupérer les archives, comment travailler avec les archives, comment faire dire des choses aux archives, comment comprendre et construire des narrations autour des archives. Ça, c'est devenu... Et puis, au-delà de la question d'identité, il y a beaucoup, surtout dans le Maghreb, on reçoit beaucoup de projets autour de l'intime. Du film un peu personnel où les cinéastes, principalement des femmes d'ailleurs, tournent la caméra sur elles-mêmes, sur leur père, leur grand-père, leur mère, etc. Donc il y a aussi une dimension très intimiste du cinéma documentaire africain qui est, j'allais dire, une influence d'un certain type de cinéma documentaire en Europe. Je dirais Mariana Otero, par exemple, pour ne citer qu'elle. Donc on reçoit aussi beaucoup de ça. Et à côté de ça, l'année dernière, on a reçu beaucoup de projets autour de la question, pas du climat, mais de la question de la terre, la question de l'accaparement des terres. Et c'est là où on se rend compte que le continent est loin d'être décolonisé. Donc, parce que je pense à je pense à des films kenyans comme We the Champion de Zipi Kimundi, je pense à Land of Freedom de la même Zipi, je pense à Sita Bomba de Louvre Nanteniena qui va passer ici, qu'on a soutenu, qui est un film malgache. Il y a la question de à qui appartient ces terres et comment est-ce que les paysans, les petites gens peuvent continuer d'exploiter, de vivre, de se nourrir, alors que l'extrapolation, j'allais dire, l'extraction de l'Afrique continue. Donc on n'est pas tant sur des questions d'identité, mais on est plus sur des questions d'histoire postcoloniale, de relation à soi et de relation à la terre. En gros, on est plus sur ces dimensions-là par rapport, nous, aux projets qu'on reçoit. Et peut-être une dernière chose, c'est que ce qui est intéressant, c'est quand on a commencé, en 2019, à lancer les appels à projets, aujourd'hui, 53% des projets qui nous sont soumis par des femmes. Donc on est passé, c'est devenu vraiment... on commence à aller vers un cinéma très féminin sur le documentaire, sur le continent. Bueno, para contestar a la pregunta sobre la identidad, pues nosotros recibimos más o menos 1.200 proyectos por año y hemos hecho unas estadísticas desde hace 1 año y medio y no es realmente la identidad el tema que más sale de estos proyectos. Es verdad que hay también zonas negras, no recibimos proyectos de Argelia, de Libia, por ejemplo, pero hemos visto que 30% de los proyectos que postulan al fondo hablan más bien de memoria postcolonial y los cineastas se han interesado a la historia de su país de los 30, 40 y 50 años pasados. Y se interrogan mucho sobre cómo recuperar y trabajar con los archivos, entender y construir alrededor de estos archivos. Y luego desde el Magreb nos llegan muchas películas que trabajan sobre lo íntimo, lo personal, muchas películas de mujeres que giran la cámara hacia ella y hacia su familia. Entonces hay una dimensión muy intimista de este tipo de proyectos que nos llegan del Magreb y que pueden tener una cierta influencia de un cierto tipo de cine que nos viene de Europa. Y para citar solo una persona, voy a citar a Mariana Otero.
Luego, en 2025, hemos recibido también muchos proyectos que abordan la cuestión de la tierra, no tanto el clima, sino la expoliación de la tierra y que demuestran que el continente está todavía muy lejos de estar descolonizado. Y allí te mencioné una cineasta keniana. Oui, Zipi Kimundi. Land and Freedom y Land of Freedom. el otro film c'était Widow Champion. y una película que voy a pronunciar fatal yo el título Cita Bomb de Louvre. Cita Bomba. Lo voy a decir Nantenein. que me ha explicado que en malgache no se pronuncia la A final, entonces estoy muy perdida. Una película que podréis ver aquí en el festival y que hablan entonces de que plantean la pregunta de saber a quién pertenece estas tierras y cómo el pueblo, campesinos, pueden seguir continuando a explotar a cultivar, a explotar sus tierras, a vivir. Mientras que la expoliación de las tierras prosigue. Entonces los temas, para resumir, los temas principales son sobre la historia postcolonial, la relación a la tierra y lo íntimo. Y luego, desde la primera convocatoria que han hecho en 2019 hasta hoy, al final un 53% de los proyectos propuestos son películas hechas por mujeres, con lo cual llegamos a una gran feminización también del cine en el continente. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que en fait, vu de l'Occident, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses que l'Occident attend de nos récits, qui ne sont pas forcément ce que nos artistes et nos cinéastes cherchent à dire. Donc il y a comme une espèce de confort, de légitimation de certains récits qui doivent correspondre aux clichés ou à la façon dont nous vivons sur le continent et dans nos îles. Et ce qui se passe depuis que j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, c'est que quand j'ai commencé, les cinéastes africains, c'était des gens que je rencontrais en exil. C'est des gens que je rencontrais à Paris, à Bruxelles, à New York, etc. Et aujourd'hui, nous, par exemple, de façon très concrète, on a 67 bénéficiaires dans 28 pays. Ces 67 bénéficiaires, en 5 ans d'activité, vivent tous dans leur pays et font du cinéma depuis leur pays. Et c'est un cinéma qui veut parler au monde. Donc il y a un shift qui s'est fait et qui est très important et qui fait qu'aujourd'hui, une jeune artiste comme Kuro, qui vit à Tana, peut faire du cinéma qui parle au monde depuis sa perspective de jeune cinéaste malgache sans avoir à se justifier. Et si on voit son travail, on pourrait dire que c'est un travail qui est fait par une jeune fille qui habite à Londres, à Paris, à New York, etc. Donc c'est important qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas réellement, il y a une vraie liberté chez les artistes, chez les cinéastes du continent qui vivent sur le continent, de dire le monde tel qu'ils le voient, tel qu'elle le voit, sans avoir à penser comment est-ce que l'Occident va percevoir mon regard. Mais ça, c'est vraiment une toute nouvelle génération que nous, on essaye d'accompagner. Et c'est vrai que ces films-là, peut-être ils n'arrivent pas jusqu'ici, ou certains arrivent grâce à Marion et à son équipe, mais c'est un vrai changement que nous, on voit dans les festivals sur le continent. Una realidad también con el cine que viene de África es que podemos observar que el Occidente tiene unas expectativas hacia nuestros relatos y no es necesario lo que nuestros cineastas
buscan en narrar. O sea, que los relatos no coinciden con las expectativas del occidente, que a menudo tienen algo que ver con clichés que no corresponden a la realidad del continente africano. Y él, cuando ha empezado, conocía sobre todo a cineastas que que se encontraban en el exilio, que vivían en Europa, y sin embargo desde hoy en día, para ser muy concreto, de los 67 beneficiarios de la ayuda del fondo, provienen de 28 países y todos hacen cine desde estos países. Entonces vemos un cambio importante que se está haciendo. Es que ahora los cineastas hacen cine desde su posición geográfica. Por ejemplo, esta joven Malgalche habla del mundo sin tener que justificarse, hace cine sin preocuparse de lo que pueden pensar los occidentales, y en realidad hace cine desde Antananarivo, pero podría hacerlo desde Londres o de cualquier lugar del mundo. Tiene esta libertad, los jóvenes cineastas tienen esta libertad de dirigirse y de contar el mundo cómo lo ven, sin preocuparse de cómo Occidente quiere que lo vean. Y esto es un cambio real muy reciente de esta nueva generación, que tienen películas que todavía no llegan a Occidente, pero que nosotros vemos emerger en el continente. Oui, ok. Je vais parler de moi. En fait, je suis la lauréate d'un fonds qui s'appelle First Aid Fund, lancé par Mada Film Lab, dont le consulat honoraire d'Espagne est le partenaire. Et en fait, le fondateur m'a dit, on n'a pas assisté à l'élection du jury, les commentaires du jury, mais le fondateur m'avait dit que mon projet a été retenu parce que mon projet parlait d'architecture dans les maisons en montagne à Madagascar. Et voilà. Enfin, bon, je crois vraiment que les projets qui parlent d'identité viennent tout seuls. Ouais. Voilà. Comme si c'était collatéral, en fait. Ouais, l'identité, c'est pas le sujet premier, c'est ça. C'est tout seul. Alors, il faudra que tu me redises le nom du fonds, parce que... First Step Fund. First Step Fund, ok. Lancé par Mada Film Lab. Yo he ganado un premio del fondo First Step Lab, que de hecho el Consulado Honorario de España en Madagascar es colaborador. Y el responsable ¿c'est le responsable de la fundación qui t'a dit ça? El fundador del fondo no ha participado a la deliberación del jurado, pero sé que probablemente lo ha ganado porque el proyecto hablaba de la arquitectura de las casas de montañas en Madagascar. Y ella piensa que la identidad puede ser un tema colateral, digamos, pero que no es la intención primera, no es hablar de identidad, es algo que surge a lo largo de la construcción de la película. Bien, hay una cuestión que también creo que es bastante interesante. Estamos hablando fundamentalmente de apostar por estructuras documentales, por el documental. ¿Creen ustedes que el documental se adapta, aparte de cuestiones evidentes de producción, que es más sencillo, es más barato, es más fácil tener
un proyecto y un equipo documental que un equipo de ficción, pero creen que además de eso, como cuestión narrativa, como narrativa propia africana, el documental se acerca más a las preocupaciones, refleja mejor la visión de los cineastas africanos que la ficción, o piensan que pueden ser equitativos, equivalentes en este planteamiento. Je suis d'accord avec vous sur le fait que je trouve, bon après moi je prêche pour ma paroisse, hein, mais on va reprendre les célèbres mots de Guzman, c'est effectivement que le documentaire c'est le miroir d'une société et d'un pays. Et c'est vrai que l'accès, je dirais même que dans le monde entier on est tous devenus des documentaristes, puisqu'on documente notre vie avec nos smartphones tous les jours. Donc j'allais dire, la relation aujourd'hui qu'on a avec les images dans le monde entier, y compris en Afrique, qui est un continent très très jeune. Ce qu'on oublie souvent à partir de l'Occident, c'est que l'Afrique, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Et on est à 1,4 milliard 400 millions. Et c'est 20 ans de moyenne d'âge. Donc la plupart de ces gamins utilisent le smartphone. Donc, et comme on s'autodocumente tous les jours, il y a peut-être une corrélation entre le réel, virtuel, fantasmé, et comment on approche tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie liberté dans la forme. On voit dans les films que j'ai pu voir ici, en tant que membre du jury, il y a de l'expérimentation. Il y a beaucoup d'audace que je retrouve dans beaucoup de documentaires sur le continent, que je ne retrouve pas forcément en fiction, où j'ai l'impression que c'est tellement cadré, il y a tellement de scénaristes, etc., qu'il y a tellement d'influences, les codes Netflix, les codes du cinéma d'art d'essai européen, les codes du cinéma américain, etc., que je retrouve dans beaucoup de fiction, que je ne retrouve pas dans le travail de Lemo Hang, dans le travail de plein d'autres documentaristes du continent, où on est vraiment... il y a des déconstructions narratives qui sont hyper intéressantes là-dessus. Et je pense aussi que la forme documentaire est une forme qui correspond bien à l'Afrique. Parce que on n'a pas, je dis souvent aux collègues qui font de la fiction sur le continent, mais nous on ouvre la fenêtre, on sort pour aller acheter le pain, mais il y a 40 millions d'histoires qui sont devant nous en fait. Parce que la réalité africaine est tellement pluridimensionnelle que c'est assez facile, entre guillemets, pour pouvoir raconter ce réel qui est pluridimensionnel. La chose sur laquelle je trouve qui est importante pour moi dans ma pratique d'artiste, c'est que je n'aime pas montrer mon pays, les Comores, comme étant des gens qui sont victimes. Donc ça, c'est une position philosophique, intellectuelle et politique où je ne filme pas des victimes. Donc à partir de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être des choses que je retrouve dans certains documentaires, dans certaines prises de position, parce que moi je suis un artiste politique et je l'affirme et je n'ai pas honte de le dire. Et donc il y a aussi dans la solidarité, dans l'écosystème du documentaire, beaucoup d'artistes qui ne filment pas leur pays comme étant des victimes. Comme les gens qu'on filme, les gens qu'on suit sont multidimensionnels. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu plus compliqué sur des caractères de fiction parce que la réalité africaine, elle est extraordinaire, elle est très complexe. Et finalement, on a des personnages de la vie de tous les jours qui sont complexes, qui sont forts ou fortes, qui nous permettent, nous, d'avoir plusieurs couches dans les récits, même dans les récits que j'ai vus ici en tant que jury. Bueno, yo vengo del documental, con lo cual obviamente tengo un punto de vista orientado, pero cita a Guzman, que recuerda que el documental es el espejo de una sociedad, de un país.
Y al final, en el mundo entero hoy en día podemos decir que somos todos un poco documentaristas, porque con nuestros smartphones pues nos autodocumentamos de forma permanente. Hay que pensar también que África es un continente muy joven, es un continente de ¿cómo se dice? Billones. 1.400.000.000.000 de habitantes y una media de edad de 20 años, y que estos jóvenes con su smartphone pues se autodocumentan de forma permanente. Entonces tal vez sí podemos decir que el documental hay una correlación entre este real y el mundo virtual que se proyecta. Que el documental es una forma adecuada. Y luego piensa, él es jurado en este festival y en las películas que ha podido ver, considera que en el documental puede que haya una libertad de forma de experimentación y de audaz mucho más amplia que en la ficción, que es mucho más, por cuestiones de producción, que es mucho más cadré, ¿cómo diré? Polizada, no sé cómo decir, que tiene que corresponder a códigos como los códigos de Netflix, códigos del cine de arte ensayo europeo, códigos del cine americano, y encontramos estos códigos de manera mucho más marcada en la ficción que en el documental, que al contrario propone una desconstrucción narrativa muy interesante. Entonces sí puede que la forma documental corresponde bastante bien a África, también porque dice que en África abrimos la ventana y vemos 40 millones de historias que desfilan delante de esta ventana, que la realidad africana es pluridimensional y que con el documental es más fácil de contar, de narrar la realidad. Y luego yo tengo una postura como artista, soy una artista político y no lo escondo, es que no me gusta mostrar mi país y a la gente de mi país como víctimas. Y lo veo en muchos documentales y en la solidaridad del mundo documental y del ecosistema de los documentaristas. Somos muchos a no filmar a nuestra gente como víctimas, sino como representar esta multidimensionalidad de nuestra gente y de nuestro país. Y que tal vez esto es más difícil en ficción. Es más difícil reflejar esta complejidad de los personajes, y que el documental, sin embargo, permite transmitir estas distintas estratas del relato y esta complejidad. Bueno, yo creo que no sé qué hora tenemos, no sé si todavía tenemos. Bueno, también casi es una curiosidad personal, pero creo que también puede ser una reflexión interesante. Hemos hablado de sus trayectorias, pero no hemos hablado de su formación, de cuál es su formación inicial. Y en este tema también surgiría el tema de las escuelas de cine, por poner un ejemplo, en donde ha habido muchos de los cineastas africanos de referencia, incluido hasta Sissako, que han estudiado, por ejemplo, en escuelas en el extranjero, en este caso en el Gerasimov, en el mítico Instituto de Cine Gerasimov. Evidentemente resulta, por la realidad africana, resulta difícil pensar en escuelas de cine en África, pero podríamos plantearnos, a partir de las actividades del fondo y de otras actividades, la posibilidad de hacer escuelas específicamente africanas, escuelas en África, escuelas de cine, y cree que ese es el mejor camino, es uno de los caminos, o cuáles serían los caminos que cree que pueden seguir los jóvenes africanos para llegar hasta el cine. Vale.
No, la pregunta, para resumir, va sobre, han hablado de sus trayectorias, pero no de su formación iniciales, y aborda el tema de las escuelas de cine. Sabemos que muchos cineastas de referencia, como cita a Sissako, por ejemplo. Ah, perdón. Pardon, alors je répète en français. Oh. Reseteo. Donc, la question, c'est sur votre... Vous avez parlé avant de votre trajectoire, mais vous n'avez pas parlé de votre formation initiale. Et il aborde la question des écoles de ciné. Et il cite des cinéastes africains connus et reconnus, comme Sissako, qui a étudié à Moscou, par exemple, de la difficulté du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écoles de ciné en Afrique et de la difficulté d'en créer. Et il parle aussi de, est-ce que ton fonds, par exemple, pourrait se proposer quelque chose dans ce sens-là, d'aider à des formations de ciné, et si c'est vraiment un chemin pour arriver à former les jeunes. Alors déjà, moi, sur mon parcours, c'est que moi, j'ai étudié en Angleterre et j'étais à SOAS, UCL, University College of London, School of African and Oriental Studies. Et un de mes maîtres est Stuart Hall, qui est un peu un théoricien des études culturelles. Stuart Hall. Et mon parcours, en fait, vient du fait que moi, j'ai toujours été intéressé par la politique. Mon père est un militant de l'indépendance des Comores et la famille a payé le prix fort pour ça. Et j'ai dérivé d'une formation en sciences politiques vers le cinéma et le cinéma documentaire. Le premier travail a été fait avec John Pilger sur un film qui se passe dans les îles Chagos, que ce sont des îles que le gouvernement de l'île Maurice a louées aux Anglais qui ont eux-mêmes sous-loué les îles pour une base navale américaine. Et donc le film s'appelait Stealing a Nation, on avait fait ça en 2007. Donc formation à Londres, sciences politiques, Stuart Hall. Ensuite, John Pilger, Stealing a Nation. C'était mon premier travail en tant qu'assistant réalisateur pour entrer dans le métier, dans le cinéma documentaire. Et ça raconte l'histoire des îles Chagos. Et ce sont des îles qui appartenaient à Maurice. Et Maurice a négocié son indépendance en mettant sur la table ces îles et en les louant à l'Angleterre, au Royaume-Uni, qui ensuite les a loués aux États-Unis pour une base navale américaine, ce qui a fait qu'on a exfiltré les habitants des Chagos et on les a mis dans des ghettos à Maurice, à Port-Louis. Mais pour répondre à la question sur les écoles de cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup d'écoles de cinéma sur le continent. On a eu une rencontre il y a 2 ans à Rabat, quand Rabat était capitale de la culture pour l'Afrique, où il y avait beaucoup d'écoles de cinéma. La question n'est pas tant les écoles, la question, je pense qu'elle est mondiale, c'est qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles. C'est toujours la question du contenu. Et les directeurs des écoles étaient là, on leur a posé la question, c'était des rencontres un peu tendues, parce que nous, professionnels, eux, enseignants, pédagogues, on leur disait, mais les 3/4 des écoles sur le continent, il y avait à peu près 40 d'écoles, n'ont pas dans leur curriculum un curriculum fort sur le cinéma africain et encore moins sur le cinéma de leur pays. Donc, on est quand même sur un problème assez important, c'est le problème du XXe siècle, c'est-à-dire que l'Occident impose sa vision, l'Occident impose son regard, l'Occident impose son esthétique, l'Occident impose tout ce qu'il peut, et que finalement, les gamins qui apprennent le cinéma sur le continent l'apprennent à travers Renoir, Bresson, Tarkovsky, c'est très bien, etc., mais ne l'apprennent pas à travers Samben Ousmane, Souleymane Cissé, Tahar Sheria, Judy Kibinje, etc. Donc on est sur un vrai problème de fond, plus qu'un problème de forme. Les écoles sont là. Donc c'est comme s'il fallait décoloniser l'enseignement. Il y a eu un mouvement en Afrique du Sud qui consistait à décoloniser l'enseignement des universités,
c'est un peu le même mouvement qu'on essaie d'enclencher pour décoloniser l'enseignement artistique sur le continent et nous par rapport au cinéma. Je pense que la question, elle est plus là, sur le contenu qu'on apprend, etc. Vous allez juste en face, c'est Tanger. Pas très loin, vous allez avoir une école de cinéma à Marrakech. Je connais certains étudiants qui nous ont écrit. Qu'est-ce qu'on enseigne dans cette école de cinéma? On va enseigner le cinéma mondial, mais pas le cinéma marocain, ou l'historicité du cinéma marocain. Donc, c'est un vrai problème de changement de mentalité qui doit se faire. Pas tant un problème de forme ou de lieu. Sobre su formación, pues él ha estudiado en Inglaterra, en SOAS, con Stuart Hall. Non, SOAS, c'est l'école, dans Si. School of African and Oriental Si. Studies. Et Stuart Hall, c'était l'un des profs. Sí, con Stuart Hall, entonces uno de los profesores. Hay que saber también que viene de una familia con un padre activista pro independencia en las Comoras y que ha apoyado el hecho que estudiara ciencias políticas, pero también de allí ha pasado al documental y ha trabajado con John Pilgore sobre una película. Le titre Le titre, c'est Stealing a Nation, voler une nation. Stealing a Nation, okay, sobre unas islas que se llaman las Islas Chagos, que pertenecían a Mauricio, pero ha negociado su independencia alquilando estas islas a Inglaterra, que a su turno las pasó a Estados Unidos para que crean una base naval, y los habitantes de las islas han sido exfiltrados a Mauricio. Y para contestar, entonces esto fue su primer trabajo como ayudante de dirección. Y luego sobre el tema de las escuelas, contrariamente a lo que pensamos, sí que existen muchas escuelas en el continente. El año pasado hubo... L'année dernière, c'était la rencontre à Rabat. C'était il y a 2 ans. Hace 2 años hubo un encuentro en Rabat sobre este tema, y lo que se ha planteado sobre todo era más bien lo que se enseña en estas escuelas, la cuestión del contenido. Y el encuentro fue un poco tenso entre los profesores de las escuelas y los profesionales que estaban aquí, porque en la propuesta de contenidos de las escuelas se enseña mucho cine de Europa, de Occidente, pero muy poco cine africano o incluso cine nacional. Entonces, otra vez es la cuestión del Occidente que impone su visión, su mirada, su estética sobre... en el continente africano, y que los jóvenes que aprenden cine descubren autores como Renoir, Tarkovsky, etcétera, pero no cineastas africanos como Sembène, Mambéty, no sé quién ha citado, y muchos otros. Entonces, el problema no es tanto de fondos. El problema es de fondo, no de bueno, no, lo contrario. El problema es la cuestión es descolonizar la enseñanza del cine en África. Hubo un movimiento en Sudáfrica de descolonización de las universidades, y es lo que habría que hacer también con las escuelas de cine. Sin ir muy lejos, en Tánger hay una escuela, un poco más abajo en Marrakech hay una escuela también, de estudiantes de Marrakech nos han contactado, pero sí decían que en Marrakech se enseña el cine mundial y no el cine marroquí. Entonces lo que hace falta es un cambio de mentalidad. Bueno, pues una cuestión que creo que también es interesante, bueno, ¿prefieres trabajar animación que imagen real? ¿Te sientes más cómoda a través de la animación expresándote? O digamos que de una forma equivalente te gustan las dos formas de expresión? Il lui fait une question sur le genre cinématographique, comme elle a fait 2 cours d'animation, si elle est plus à l'aise avec l'animation ou si tu aimes bien les 2 formes cinématographiques, le réel, ou le réel, filmer le réel ou faire de l'animation.
j'aime tout en fait. Parce que j'ai plein de projets d'animation, de documentaire, de fiction. Et j'ai fait 2 animations en 2D. Et je crois que je vais plus en refaire parce que j'aime pas trop le digital. J'aime quand c'est direct, comme j'ai fait avec mon premier film, que je filme ce qu'il y a autour de moi, puis je mets un voix off. Et voilà, en ce moment, bientôt, je vais faire mon premier film de fiction et je compte plus refaire des animations par moi-même. Voilà. Mais j'aime tout. Voilà. No, en realidad me gusta todo. Tengo un montón de proyectos de animación, de docu, de ficción. He hecho 2 animaciones en 2D, pero creo que ya lo voy a parar, a dejar aquí porque no me gusta mucho el digital. Me gusta filmar la filmación directa de lo que pasa a mi alrededor. Pronto terminaré mi primera película de ficción y lo de la animación 2D haciéndola sola, esto sí que está terminado. Ella no nos contestó al tema de la formación, creo que eso nos ha contestado a ver. En français Est-ce que tu pourrais nous parler de ta formation? Tu n'as pas évoqué ta formation. Comment tu t'es formée au cinéma? Actuellement, je suis en 3e année. Je suis étudiante en lettres, 3e année, et j'ai pas fait d'école de cinéma. C'était à travers mon premier sélection que j'ai vraiment découvert le milieu cinématographique. Et grâce à ça, on m'a invité à des tournages et j'ai assisté à des ateliers, à des formations parce qu'en même temps je suis à l'université, je peux pas trop me permettre de... Il y a 3 écoles de cinéma à Madagascar, mais puisque j'ai commencé mes études en lettres bien avant d'entrer dans l'univers cinématographique, c'est ce que je fais, je vais à des ateliers, des tournages, des formations. Et voilà, je crois que les festivals, ce sont les festivals qui me permettent de découvrir beaucoup. J'ai eu des sélections à l'international, mais j'ai pas pu assister. Mais voilà, je découvre beaucoup à chaque sélection, voilà, à des festivals. Yo soy en 3er año de mi carrera de letras, no he hecho escuela de cine, en realidad he aprendido mucho desde la primera selección de mi primer corto en festival y es cuando he descubierto el mundo del cine. Desde entonces pues me he formado siendo invitada a rodajes, haciendo talleres. Hay 3 escuelas a Madagascar, pero como he empezado letras mucho antes de hacer cine, pues de momento no puedo ir. Me formo de esta forma, sobre todo a través de los festivales que me permiten descubrir y aprender más. He sido seleccionado también a nivel internacional, pero no he podido ir. Pero eso, sí, me formo gracias a los festivales. Bueno, pues me indican que ya tenemos que ir terminando, así que pues simplemente dar las gracias a nuestros invitados por su participación. Yo creo que han surgido temas interesantes que podríamos estar hablando durante muchas más horas. Y bueno, dar las gracias a todos los asistentes y personalmente dar las gracias al festival por haberme permitido moderar esta mesa redonda y compartir estos momentos en los que yo personalmente he aprendido muchas cosas. O sea que muchas... Merci. Y en cultura. Deciros solo que a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura podréis descubrir algunos de los cortometrajes de Kuromi que mi compañero Fede presentará e introducirá al público. Muchas gracias.